Bonjour Marion, Bonjour Julien, je suis ravi que tu sois là aujourd'hui. et moi aussi. Écoute, moi j'avais envie effectivement de t'inviter et puis de discuter un petit peu avec toi de pas mal de sujets, de société, mais aussi un petit peu de toi. Alors, moi il y a toujours cet angle un peu des motivations, de ce qu'on aime faire naturellement dans la vie, du fait de pouvoir effectivement être heureux, épanoui dans son métier. J'avais envie de te demander de te présenter. Mais alors, qui es-tu Marion et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et voilà. Alors moi je suis barmaid, plus précisément maintenant directrice de bar, Mhm. petite avancée de carrière. Et voilà, ça veut faire 12 ans que je suis dans la restauration. J'ai commencé par la cuisine, tout en faisant du bar toujours un peu à côté. Et, euh, et c'est le bar qui m'a beaucoup plus plu au final, parce qu'en cuisine, t'as pas le contact avec les gens, c'est très répétitif, c'est très compétitif. Là où je m'épanouis du coup beaucoup plus dans mon métier de barmaid aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier de barmaid alors? Alors, il y a plusieurs choses, on va dire. Sur le premier lieu, ce qui va attirer les gens, c'est plus le côté cocktail. T'as beaucoup d'histoires autour du cocktail, t'as l'association de certaines saveurs, qu'est-ce qu'on va aller chercher. Toute la phase mixologie, un peu, on passe tous un peu par ce truc-là de j'ai envie de créer, j'ai envie de trouver, moi, ma petite touche perso et tout. Donc, t'as un côté très créatif qui est assez sympa. Et puis après, t'as toute l'histoire des produits et tout. T'as plein de produits absolument fascinants, des alcools qui ont des histoires de fous. Et ça te fait des petites anecdotes aussi à raconter avec tes clients, c'est sympa. Et après, une fois que t'as passé ce truc créatif qui, moi, déjà me plaît énormément, et puis venant de la cuisine, associer des petites saveurs, faire des petites expériences de petits chimistes et tout, moi, j'aime bien. Et après, on a un énorme aspect social dans le métier, et c'est vraiment sur ce truc-là où je m'épanouis le plus du coup. Ok, ok, très intéressant. Alors là, dans ce que tu décris, si je devais un peu regarder avec l'œil du coach avec la LNC, on va remarquer que tu parles effectivement, quand on parle de ce qui te motive, on va retrouver ce côté un peu saveur, association, le côté un peu, on est dans la finesse euh, des, euh, des goûts, de la convivialité, l'harmonie. Ça fait penser à deux profils. Ça fait penser au profil philosophe. Donc le philosophe, effectivement, il y a cette idée aussi de profiter de l'instant présent. Il y a ce côté un peu plaisir gustatif, plaisir de la curiosité sensorielle, plaisir des bonnes choses. Donc c'est souvent Ouais. des gens qui aiment bien manger, qui aiment aussi bien cuisiner. Et puis le côté aussi qu'on retrouve un peu chez toi. Alors, il n'y a que toi qui pourrais le confirmer et le valider, mais peut-être un peu aussi cet aspect stratège, donc qui aime l'harmonie, qui a souvent, il y a des personnes de goût qui ont ce goût pour aussi souvent la mode ou l'architecture, pour aussi encadrer des équipes et les faire grandir un projet collectivement. C'est des gens qui ont une vision, voilà, et qui peuvent tout à fait s'éclater quand ils ont, par exemple, un lieu à faire vivre, quoi, et à gérer avec tout ce que ça comporte de gestion de l'humain, de gestion de la déco, de gestion de ce qu'on propose comme expérience. Alors, est-ce que tu te retrouves, toi, un petit peu là-dedans? Oui, carrément. Et justement, ouais, il y a toute la notion de partage qu'on a dans le métier. Moi, gérer les équipes, j'adore ça. J'aime bien, trouver les forces et les faiblesses de chacun et pouvoir justement placer. Tu vas te dire, tiens, toi, ta force, elle est là, donc je vais te mettre là en priorité. Mais par contre, dès qu'on a un peu plus de temps off, dès qu'on est un peu plus dispo, on va bosser sur ta faiblesse pour que tu puisses progresser, etc. Il y a vraiment un échange là-dedans. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien faire, justement, dans le management. Et après, oui, là, justement, moi, mon projet qui est en cours, c'est justement recréer un lieu de zéro et en faire un lieu qui soit vraiment convivial, avec une ambiance très familiale, très, très à la cool. Et où tu as ce côté dont on va tous se retrouver, on va tous passer un bon moment, ça va être chouette, quoi. On va faire la fête ensemble, tu vas voir, c'est trop bien. Est-ce que tu as envie de nous dire où est-ce que c'est, ce lieu? Je pense que je peux le dire, ouais, c'est le Chihuahua, rue du Petit Pont, donc côté Saint-Michel, qu'on va bientôt reprendre. Il va y avoir des gros travaux. On va refaire toute la déco, ça va être trop beau. Si, j'ai un patron qui là-dessus a des idées incroyables. Et on fait une très très bonne équipe, lui et moi, je trouve, pour justement repenser ce lieu qui, j'espère, va être un petit QG sympa où tout le monde va pouvoir venir se rencontrer, quoi. Bon, génial, ça donne envie. Tu parles aussi d'un aspect social dans ton métier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, parce qu'en fait, dans le métier, donc il y a toute la partie, donc le bar, la manutention, la gestion des équipes, et cetera. Mais on est là pour nos clients. Moi, je dis toujours, on est là pour vendre du rêve. Et en tout cas, moi, ce que je propose et ce que je considère quand tu es bon barman, normalement, c'est ce que tu proposes, c'est vraiment ce temps de pause, en fait, dans ta vie. C'est de dire, ouais, ok, t'as ton quotidien, il peut être super, il peut être merdique, il peut être plein de choses. Mais quand tu viens, t'as cette petite bulle où il y a un peu le temps qui s'arrête. Et là, tu viens partager avec nous. Enfin, j'ai pas mal de clients qui aiment bien discuter avec moi parce que j'ai ce côté un peu social et tout. Et donc, tu as des petites bribes de vie, et selon ce qu'on va te raconter, tu vas dire, bah tiens, je vais peut-être adapter aussi, je vais adapter la musique, je vais adapter l'offre. Tiens, t'étais venu pour une bière, mais tu veux pas goûter tel produit, tu vois, t'as envie de faire la fête, mais on va mettre Frites from Desire et je vais te faire un Cosmo, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et on est un peu psy aussi parce que t'as des gens qui aiment bien venir aussi pour nous parler de leur petit tracas quotidien. Tiens, je viens de me faire larguer, ah, au boulot, ça va pas trop et tout. Et ça fait du bien aussi. On peut tout à fait être une oreille attentive aussi à ces trucs-là. Moi, j'aime bien justement ce partage que je peux avoir avec ma clientèle, où tu découvres un petit peu leur vie. Et t'as des moments où t'as envie de dire, bon, tiens, prends ce petit shot et puis tu vas prendre un double whisky le moins cher et t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vois. Ok. Et est-ce qu'il y a des moments où, alors avec l'alcool, c'est pas toujours évident, il peut y avoir des gens qui ont du mal à se tenir. Est-ce que d'être une femme barmaid en 2026, est-ce que c'est compliqué? Oui, on va pas se mentir. En fait, ça dépend. Alors là, j'ai de la chance juste dans le travail, de tomber sur un patron et d'avoir eu des collègues qui n'avaient pas du tout de soucis avec ça. Enfin, pour qui c'est pas une barrière de travailler avec une femme. J'ai connu par contre effectivement des patrons et des collègues qui déjà, parce que t'es une femme, vont avoir beaucoup d'a priori. Et t'as des petits sous-entendus, des petites réflexions. J'ai eu un patron qui me demandait clairement de mettre le matos en avant. Parce que là, c'est pour moi la mauvaise interprétation de on est là pour vendre du rêve, c'est vendre du rêve ma cocotte avec le sous-entendu qui va avec. Il y avait une ribambelle de ses potes qui venaient juste pour me draguer, quoi. Et c'était tu vas voir ma barmaid, elle est sexy. Et bah, ça ne marche pas comme ça, je ne suis pas une prostituée. Avec tout le respect que je pense de ce métier, bien sûr, mais ce n'est pas le mien. T'as ça, et puis après, bah, évidemment, t'as les clients qui voit une femme derrière un bar, d'autant bon, je suis plutôt gaulée, donc ça va. Du coup, quand il voit une jolie nana derrière un bar, tout de suite, il pense que c'est la porte ouverte parce que bah, nous, on est là on sourit, on est avenant, on est prévenant et tout, on est tout gentil. Et puis, bah, il y a des hommes qui interprètent ça comme direct un signe de ah si, c'est bon, j'ai un ticket avec, quoi. Mhm, mhm, mhm. Donc, et ça, c'est quotidien. Ok, ok. On salue là, pour le coup, on va saluer aussi tous les gens qui travaillent dans la restauration, et dans le monde de la nuit. J'ai beaucoup de personnes que j'apprécie énormément qui travaillent dans le monde de la nuit. Et aussi au niveau de la sécurité, c'est vrai qu'ils sont hyper importants Ouais. parce que sans eux, on pourrait pas faire la fête dans la sérénité. Surtout je pense surtout aux femmes évidemment, parce que c'est pas évident pour elles de sortir dans Paris. Est-ce que toi, tu as eu des retours d'expérience ou est-ce que tu as vécu des choses par rapport à ça où tu trouves que c'est compliqué, tu as envie d'en témoigner, d'en parler? Bah, le milieu de la nuit, c'est quand même particulier. C'est un peu plus sauvage, on va dire, que t'as vraiment un côté jour-nuit qui opère. Moi, typiquement, bah, je rentre chez moi tous les soirs après le boulot, donc ça va être 3 heures, 4 heures du matin, parfois plus tard quand je fais la nuit vraiment longue. Et ce que bah, je racontais il y a pas longtemps à un ami, ce que je disais, c'est que moi, en fait, c'est des choses qui sont malheureusement devenues tellement quotidiennes que tu sais, c'est un peu en tâche de fond, mais moi, je dirais que entre 2 à 3 fois par semaine, je me fais arrêter dans la rue par une voiture. Genre, t'as des mecs en voiture qui s'arrêtent, qui me disent: «Eh mademoiselle, alors là, pour les plus polis, c'est: «Eh, vous êtes charmante, vous êtes jolie». Il y a des phrases moins polies qui sortent assez régulièrement. La plupart du temps, c'est juste des mecs qui s'arrêtent en bagnole, ils baissent la vitre, ils te font le compliment, ils repartent un peu. Compliment.
Et sinon, ça m'est déjà arrivé sur base assez fréquente de les mecs essayent de te faire rentrer dans la voiture avec eux. Et ça, pour moi, c'est un truc, pour moi, ça fait partie de mon quotidien, tu vois. Donc maintenant, tu sais, on est habitué à faire hyper attention, tu regardes toujours derrière ton épaule, la moindre voiture qui ralentit, toi, t'accélères, en fait. Il y a un mec, une fois, qui a essayé de m'emmener sur son scooter. Et y a pas pareil, je prends l'habitude de si j'ai l'impression d'être suivie, parce que ça arrive qu'on se fasse suivre aussi. Euh, tu connais tous les détours, les chemins un peu détournés pour arriver jusqu'à chez toi parce que tu veux pas qu'on connaisse ton adresse. Tu vois, moi, truc typique, si je prends un Uber pour rentrer, je donne pas mon adresse précise sur le Uber, je mets la station de métro la plus proche. Parce que je veux pas qu'un homme que je connais pas ait accès à mon adresse. Ok. Bah, merci pour ce témoignage. Je pense que c'est intéressant parce que je pense pas que les hommes se rendent compte de ça. Je crois que les femmes, elles, par contre, elles sont bien au courant, hein. Alors, quand on vit ça, quotidiennement, tu dirais que ton regard sur les hommes, forcément, il prend ça en compte, il a été affecté par ça. Et qu'est-ce que tu penses, toi, effectivement, du féminisme, du patriarcat? Est-ce que tu peux en parler un petit peu rapidement pour nous dire un peu, toi, comment ça t'a affecté finalement, ton expérience réelle? Alors évidemment, moi, vu de plein d'expériences et tout, je suis ce qu'on appelle féministe. J'ai une méfiance envers les hommes qui maintenant vient très naturellement. Enfin, je ne fais pas confiance à un homme comme ça de prime abord, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est le cas pour la plupart des femmes. Euh, Moi, par exemple, dans toutes les connaissances féminines que j'ai, j'en connais pas une seule qui n'ait pas été victime au minimum de harcèlement. Mhm. Et après, ça escalade. Donc oui, je pense que malheureusement, aujourd'hui, le féminisme, on l'est quasiment toutes. Et j'aimerais pouvoir dire tous. Euh, ouais, il y a un comportement masculin. Aujourd'hui, on assiste aussi à une remontée du masculinisme avec le mouvement incel et tout ça, que je trouve extrêmement dangereuse. Parce que on a un problème. Le patriarcat, on va dire, c'est un système. C'est de la violence systémique, mais sur plein de niveaux. Et donc, ça va favoriser les hommes qui. Ça se joue aussi sur l'éducation. T'as la différence d'éducation entre une femme qui va être habituée à. On va tout de suite nous dire qu'il faut être capable d'anticiper, être discrète, douce, prendre soin. Euh, j'ai vu un truc il y a pas longtemps, c'était être cette figure nourricière, gardienne de clan. T'as des termes comme ça qui ressortent. Là où un homme va plutôt être éduqué sur ce qu'on appelle la virilité, la force, la brutalité, la dominance, beaucoup. Mais par contre, là où le patriarcat fait aussi du mal aux hommes, hein, on pense à vous aussi, c'est en fait, vous avez ce côté de il faut supprimer ses émotions. Un homme, ça pleure pas. Un homme, c'est pas trop romantique, tu vois, ça c'est pour les filles. Et il y a tous ces biais-là, en fait, qui font que je pense que chez les hommes, ça crée énormément de frustration. Mais il y a aussi, du coup, comme il y a ce côté très dominant, là où nous, du coup, on va prendre soin direct, on va tout faire pour que tout le monde se sente bien et tout ça. Donc je sais que j'ai beaucoup ce travers-là de vraiment, on va prendre soin, on va faire très attention. J'ai déjà tout calculé, tout pensé à tout et tout. Et là où le mec est habitué à en profiter, c'est vous posez votre cul dans un fauteuil et puis on se laisse faire, quoi. Alors, c'est marrant quand tu dis vous, parce que du Oui, du coup, coup, alors je sais que je fais ouais, et c'est un très, parallèle. c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs choses, moi, que j'aimerais analyser par rapport à ce que tu dis. D'abord, le biais de négativité, c'est finalement quelque chose qui est tout à fait naturel, c'est-à-dire que c'est une forme de protection qu'ont tous les êtres humains. À partir du moment où il y a un risque d'un danger très grave, on va se protéger et prendre un minimum de risques et finalement mettre un peu tout le monde dans le même sac de manière à surtout pas prendre le risque de tomber sur un fou furieux. Je crois que c'est une image que tu aimais évoquer. Je vais te laisser la raconter parce que je trouve que c'était intéressant, mais tu parlais de finalement
même s'il y a un homme sur 10 qui est potentiellement dangereux, bah, tu vas pas prendre le risque finalement d'y aller. Et c'est un truc qu'on a nous aussi dans nos réflexes très humains face à un danger par exemple. Si on est dans la nuit, dans la savane, et on entend un bruit derrière les feuillages, on va avoir peur, on va vouloir se protéger à tout prix, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais le risque de se faire attaquer par un animal sauvage est tellement élevé on va préférer peut-être euh, se taper la honte à partir en courant plutôt que de prendre le risque d'être face à l'animal sauvage. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu ressens tu en parlais de ça, je crois aussi. Oui, mais je crois que oui, j'avais fait l'image effectivement sur 10 hommes présents dans une pièce avec une femme. C'est certain un qui va faire une blague sexuelle ou une blague dévalorisante sur la femme qui est présente. Donc t'as ce mec-là qui a fait sa blague, il sait très bien que c'est un mascu. T'en as deux qui vont rigoler de bon cœur parce que ouais, vas-y, c'est drôle. Euh, T'en as trois qui vont rire un peu forcé parce que ouais, on va faire partie du groupe, on va rester, on va s'intégrer, ça va être bien, pas prendre de risques. Et t'as le reste qui va rester juste silencieux et qui aura juste ils disent rien. Mhm, Mais du coup, t'en as pas un seul qui aura pris la défense mhm, de la femme présente dans la pièce. mhm, Et donc le soir, quand ils vont tous rentrer chez eux, t'as 9 hommes sur 10 qui vont se dire moi je suis un mec bien. mhm, Not all men, moi je mhm, suis un mec bien. mhm, mhm. Sauf que du point de vue de la nana, bah, que ce soit le mec qui a fait la blague, ceux qui ont rigolé, ceux qui ont fait semblant de rigoler et ceux qui ont été silencieux, bah, c'est le même système. Elle se sentira en danger, tout pareil. Mhm. Je voudrais revenir là-dessus, ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que finalement, aujourd'hui, les femmes bon, sont... Alors, si on prend vraiment les statistiques, si on est très factuel, il y a une femme qui meurt, les féminicides, il y en a un tous les 2 jours, tous les 3 jours en France. C'est en moyenne un féminicide tous les 3 jours en France. Voilà. C'est un toutes les 10 minutes dans le monde. Voilà, c'est des femmes qui se font harceler, qui se font insulter, qui se font culpabiliser parce qu'elles sont femmes et pour être juste différentes des hommes et être ce qu'elles sont. Et moi, je voulais revenir là-dessus parce que ce que je trouve intéressant finalement, c'est un problème sociétal, c'est un problème systémique, c'est un problème de culture en France. Il y a plusieurs cultures qui se mélangent en France, mais finalement, on retrouve quand même des comportements assez généralisés, parce que quand on observe les problématiques de misogynie, de masculinisme, etc., on retrouve chez les gens plus ou moins aisés, on le retrouve partout en France. Enfin, il n'y a pas vraiment de point commun à part le fait d'être un homme. Et ce qui est important de comprendre dans qu'est-ce qui fait qu'une culture perdure, c'est simplement est-ce qu'on applique des récompenses ou des punitions aux individus en fonction de leur comportement. Et le gros problème en France, en tout cas de ce qu'on peut voir, c'est que on va pas suffisamment punir les personnes qui ont des comportements qui ne sont pas appropriés ou illégaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des lois qui existent en France. Il y a quand même, alors, il y a encore peut-être des choses à améliorer, mais il y a quand même des lois qui existent. Mais le gros problème qu'on a finalement en France, c'est que les gens qui se permettent des violences envers les femmes ne sont pas condamnés. Il n'y a pas suffisamment finalement d'incitateurs. Il n'y a pas suffisamment de punitions. Une punition, pour être effective, il faut qu'elle soit immédiate, il faut qu'elle soit proportionnée. Le gros problème finalement dans notre société, c'est qu'il y a il y a des hommes qui sont jugés, mais qui vont continuer finalement à harceler leurs femmes. Il y a des femmes, les femmes aujourd'hui, elles prennent la parole, elles vont au commissariat, mais on leur dit, bah non, t'es pas assez amoché pour pouvoir qu'on prenne en compte ta plainte. Et finalement, il y a une espèce d'impunité. Et c'est pas le problème des lois, mais c'est le problème des moyens qu'on met pour pouvoir arrêter ce fléau. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant que tu renvoies finalement aussi à ceux qui se disent, oui, moi je suis pas comme ça. Effectivement, se dire, mais à quel moment est-ce que je devrais intervenir? Je devrais justement au moins renvoyer un feedback négatif ou dire, bah non, ça se fait pas, ou bien c'est juste beauf, ou c'est juste lamentable en fait ce que tu fais. Et effectivement, ça porte la responsabilité de chacun de nous de pas rester silencieux et de pouvoir réagir dans ce genre de situation.
Il y a aussi un phénomène qui est assez intéressant à analyser, c'est la notion de dominance. La dominance, c'est des traits, c'est un trait de personnalité qui a été documenté scientifiquement et qui consiste finalement. Alors, c'est ce qu'on appelle plus généralement le pervers narcissique. Ouais. Si on veut vraiment creuser un peu le sujet, pervers et narcissique, c'est deux choses différentes qui peuvent se retrouver chez le même individu. Mais ce qu'on appelle la dominance, ça va être des traits plutôt pervers avec différents niveaux il y a différents niveaux de dominance. Il y a des niveaux assez basiques, des personnes qui vont être plutôt dans la séduction, dans la manipulation des émotions. À d'autres niveaux, c'est des gens qui vont se sentir victimes, qui vont culpabiliser sans cesse les autres. À un niveau encore plus élevé, c'est des personnes qui vont utiliser la menace, le chaud-froid, qui vont avoir des menaces plus ou moins directes. Et à des niveaux très élevés de dominance, c'est ce qu'on appelle des psychopathes, hein, c'est des gens qui sont extrêmement dangereux et qui vont objectifier l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver à des niveaux de sadisme, de torture, etc. Donc c'est des tueurs en série, ils ont ce qu'on appelle des niveaux de dominance très élevés. À quoi on reconnaît la dominance, ce sont des gens qui vont avoir tendance alors à des niveaux moins graves, à des niveaux plus communs qu'on voit un peu plus souvent, c'est des gens qui aiment prendre la parole, qui aiment parler, qui aiment occuper l'espace. C'est des gens qui vont évaluer, se sentir avoir plus de droits que de devoirs. C'est des gens qui vont pas hésiter à déstabiliser les autres d'un point de vue émotionnel, en les culpabilisant, en leur faisant les reproches. C'est des gens qui vont avoir tendance à humilier l'autre, aussi à le rabaisser. Et c'est des comportements finalement qu'on voit pas mal dans les fratries, où on voit pas mal ça quand il n'y a pas finalement de règles, quand il n'y a pas vraiment Mm. de loi, et qu'on est un peu dans des systèmes, on va dire, j'ai envie de dire un peu euh, hors la loi ou mafieux, ou qu'on retrouve dans des systèmes où il y a pas de règles. Et ce qui est malheureux finalement dans notre société, c'est que on va énormément valoriser le comportement de dominance. On le valorise énormément. Alors, pas que les hommes, mais on le valorise en entreprise. Il y a certaines femmes aussi qui le valorisent parce que la personne qui a de la dominance, il a aussi un charisme, il a une confiance en lui naturelle, il dégage quelque chose qui est en fait assez factice parce que c'est une confiance en lui qui est basée sur un ressenti intérieur et pas sur des faits. Et, euh, et, euh, et finalement, la dominance, elle est aussi énormément valorisée en entreprise parce que c'est les gens à qui on fait confiance, les gens qui se mettent en avant, c'est des choses qu'on va valoriser. Et pourtant, c'est rarement des personnes qui ont cette capacité finalement à se remettre en question, à regarder les faits, à faire preuve d'empathie, Mm. et qui sont pourtant des qualités qui seraient plus adaptées pour un bon leadership ou pour des bonnes relations humaines naturellement. Est-ce que toi, quand je te parle de dominance, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, tu vois, enfin, est-ce que tu as des exemples, toi, à témoigner par rapport à ça? Oui, bah alors moi j'ai malheureusement été victime d'un pervers narcissique de mes 16 à mes 18 ans. Donc, j'étais très jeune. Mais du coup, la cible absolument parfaite parce que très jeune, donc très malléable, très facile à manipuler. Et donc ça a été 2 ans d'énormes cauchemars. Parce qu'au début, c'est très dans la séduction. T'as l'impression que t'es tombé sur la perle rare. Tu te dis, ah là là, c'est un homme, il est sensible, il m'aime, il me fait des jolis compliments, il m'offre des petits cadeaux et tout, c'est super. Et au fur et à mesure, ça s'estompe. Alors en vrai, jusque-là, normal, parce que dans n'importe quelle relation, au début, t'es très dans l'euphorie et tout, et après, ça se décante un peu. Mais justement, t'as ce côté de, il a profité de ce moment-là pour commencer à retourner un petit peu la situation. Tu vois, c'est moi qui faisais pas assez de compliments. Euh, Au bout d'un moment, c'était, ouais, mais tu vois, moi, je t'aime pour ce que tu es. Tu vois bien que tes proches, ils t'aiment pas pareil. Tu vois bien que tes amis, ils m'aiment pas trop parce qu'ils sont jaloux, parce que moi, je sais comment il faut t'aimer, tu vois. Il y avait tout un truc comme ça qui se retourne très petit à petit jusqu'au moment où t'es complètement isolé parce que tu dis, ah oui, t'as raison. T'es tellement sous emprise que et en plus, les formulations, la manipulation qui est utilisée, elle est très bien ficelée, quoi. Et donc, au bout d'un moment, donc moi, tu dis, ouais, j'avais 16-17 ans et j'avais le cerveau complètement retourné par ce mec-là. On est arrivé au chantage il fallait que j'aille le voir tout le temps, sinon il me quittait, parce que ça, si je venais pas le voir, ça voulait dire que je l'aime pas vraiment. Euh,
Et puis, il y avait aussi cette injonction au sexe. Tu te dis, 16 ans, ça fait un peu tôt. Surtout comme ça, tu vois? Puis bon, tu des trucs, enfin, moi, j'ai eu beaucoup de rapports non consentis avec cette personne, malheureusement, hein. Ça m'a pas laissé, des super, souvenirs et il y a eu des traumatismes à travailler derrière. Heu et ouais, au bout d'un moment, enfin, tu vois, moi, j'ai fugué de chez mes parents pour aller le retrouver. Il m'a demandé de mentir, parce que mes parents, du coup, m'ont portée disparue, hein, ta gamine de 16-17 ans qui disparaît, tu vas à la gendarmerie directement. Et quand j'ai dû témoigner, chez les gendarmes, mon ex, du coup, m'a demandé de mentir, parce qu'il était tout à fait au courant de mon geste. Il m'a demandé de mentir aux gendarmes, parce qu'il faudrait quand même pas que je le foute dans la merde. Et c'était que des trucs comme ça, quoi. Et au bout d'un moment, c'était je parlais même plus à ma famille, je parlais plus à mes amis, j'avais plus que lui et c'était: «Tu vois, tu que moi». Alors c'est, alors c'est, un témoignage quand même assez poignant. Ce que j'observe moi finalement, c'est vraiment les caractéristiques de la dominance dans ce que tu décris, l'aspect victimisation qui est très important. Il faut bien comprendre que le pervers ou celui qui a de la dominance, il n'est pas dans un calcul pour manipuler l'autre. Il est dans une manipulation instinctive de Oui. l'autre. C'est-à-dire qu'il ressent, lui, une injustice. Il a vraiment l'impression de se faire avoir parce qu'on ne prend pas assez soin de lui. Il n'est pas dans la réalité factuelle, et ça c'est la gouvernance grégaire, on n'est pas dans le Mmh. factuel, on est dans à quel point le ressenti, mon émotion, va me décrire le monde dans lequel je suis. Alors, on a tous un petit peu ça, mais en fonction finalement de ce trait de personnalité, sa gouvernance grégaire, et donc la dominance, elle va complètement biaiser le regard qu'on a sur la réalité, sur les autres. Et donc l'autre n'en fait pas assez pour moi, et moi, je suis Mmh. extraordinaire, de toute façon, je suis génial. C'est des gens qui vont beaucoup critiquer aussi les autres parce que finalement, ils sont pas à son niveau. Et la dominance, elle va toujours trouver un défaut chez l'autre qui lui permettent de se montrer supérieur à l'autre. Et donc, il va changer de référentiel forcément en fonction des gens qu'il y a autour. Exactement. Mais il y a toujours une manière de rabaisser les autres ou de les critiquer et finalement de dire, regarde, comme moi, je suis quelqu'un de bien. Mais c'est quelqu'un qui le pense sincèrement. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ça pour... par contre, il y a une jouissance de se servir de l'autre, de manipuler l'autre Mmh. et d'avoir un impact émotionnel sur l'autre. Et ce qu'il faut faire, enfin, c'est pas vrai, c'est pas du tout évident de s'en sortir. Surtout à 16-17 ans, parce qu'on n'a pas forcément encore le cerveau complètement mature et cette capacité à prendre du recul avec Mmh. ses émotions. On est complètement pris au piège de ses émotions. Avec plus de maturité, et notamment après 25 ans, quand le cerveau est beaucoup plus mature, homme comme femme, on a beaucoup plus de capacité à faire le distinguo entre ce qu'on ressent, nos émotions, les écouter et décider finalement d'avoir un comportement qui ne va pas dans le sens de nos émotions. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, finalement, cette capacité à comprendre, à prendre du recul et à se dire mais qu'est-ce que je veux à long terme? Est-ce que finalement, si je pèse le pour et le contre, est-ce que je suis vraiment dans un état satisfaisant? C'est aussi prendre de la distance avec sa culpabilité. Parce que quand on est pris dans l'emprise d'un quelqu'un qui a de la dominance, on a tendance à ressentir de la Ouais. culpabilité. Parce qu'il fait très bien, il joue beaucoup sur la culpabilisation pour manipuler l'autre. Et donc on a toujours l'impression, il y a aussi l'aspect chaud-froid. C'est-à-dire que c'est je te récompense, je te Ouais. punis. Et on est dans un truc comme ça un peu addictif de la relation pour que tout se passe bien et on espère que ça va bien se passer et pour pas subir en fait des violences. Mais quand on commence à ressentir de la culpabilité, faut toujours se questionner, s'interroger. Je ressens la culpabilité, déjà on l'observe. Pourquoi? Est-ce que sincèrement, est-ce que véritablement, c'est une culpabilité qui est saine? C'est-à-dire qu'il y a des culpabilités saines. Quand on fait une énorme erreur, c'est normal de ressentir de la culpabilité, ça peut nous aider à nous remettre en question et à avancer. Mais si c'est quelqu'un qui vous fait ressentir de la culpabilité de manière assez répétée, fréquente, sur des choses où finalement, quand vous en parlez avec votre entourage, c'est assez bénin, ça mériterait pas Mmh. autant de scrupules, autant de culpabilité. Là, c'est sans doute qu'on est on est pris au piège d'un, avec un, on est pris au piège d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, parce que la dominance existe aussi bien Bien chez sûr. les hommes que chez les femmes. C'est juste que il y a des différents moyens
pour mettre en place cet aspect finalement emprise sur l'autre. Ce qui est terrible avec la dominance, c'est qu'elle est extrêmement aussi charismatique et que ce sont des hommes qui plaisent beaucoup aux femmes parce qu'ils ont ce côté très confiance en Ouais. eux, un peu le côté un peu même ouais beau parleur ou qui rassure finalement aussi. Mm. Mais c'est souvent fake, c'est-à-dire que c'est souvent pas basé sur des réalités concrètes, objectives, des résultats. Et donc, moi, je trouve ça très bien et génial d'admirer l'homme avec qui on est ou la femme avec qui on est. Mais c'est toujours intéressant de se poser la question, est-ce que c'est objectif ou pas? Mm. Est-ce que ça se base sur vraiment quelque chose de concret? Quelqu'un qui est vraiment au service des autres, par exemple, quelqu'un qui va ou réussir à un projet, ou voilà. Donc, ou qui est basé sur des réalisations. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un peu des indices. Et est-ce que tu as senti, toi, aujourd'hui, que tu as gagné en maturité émotionnelle par rapport à ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire de ton intelligence émotionnelle? Bah, moi, je sais qu'aujourd'hui, à 30 ans, forcément, j'ai plus du tout les mêmes réflexions que ce que je pouvais avoir à 18, 20, 25 ans. Et j'essaye au maximum d'être empathique, parce que je pense que ça coûte pas plus cher de se mettre 2 secondes à la place de l'autre. Juste de dire, tiens, bah, si j'étais dans ces pompes, comment est-ce que moi je gérerais telle situation, tel ou tel truc? Et ce qui permet, je pense, d'avoir des meilleures communications, des meilleurs rapports humains. Pour moi, c'est vraiment c'est bête, tu vois, mais c'est juste ça. C'est 2 secondes, je me mets à ta place. Et qu'est-ce que ça me fait ressentir? Et du coup, ça va me permettre de mieux réagir, mieux répondre à tes questions, de mieux te conseiller. Et juste en termes de communication, c'est vachement mieux. Ça simplifie quand même beaucoup les rapports. C'est intéressant que tu parles de l'empathie parce qu'effectivement, ça fait partie des. Il y a six, on va dire, six dimensions ce qu'on appelle le mode adaptatif en ANC, en approche neurocognitive et comportementale, qui est un outil qui a été bien documenté, c'est 30 ans de recherche à l'Institut de neurocognitivisme. Je donne un peu les sources, hein, c'est Jacques Fradin qui a écrit des livres là-dessus qui sont très intéressants, parce que pour moi, c'est important de pouvoir se rattacher à des sources, à du factuel, à quelque chose d'un peu scientifique. Et l'intelligence émotionnelle, le mode adaptatif, c'est six dimensions. C'est la curiosité sensorielle, c'est-à-dire que quand on va s'intéresser à un sujet, on va essayer de faire preuve de curiosité, on va essayer de faire attention aux détails. Ensuite, on va les accepter, ça veut dire qu'on va accepter la réalité telle qu'elle est. On va pas. Le problème souvent du manque d'intelligence émotionnelle, c'est de rester bloqué dans des croyances, de rester bloqué dans des automatismes. Ensuite, l'idée, c'est de faire preuve de nuance, de précision. Quand on parle, par exemple, du patriarcat, quand on parle, par exemple, du féminisme, c'est intéressant d'aller dans le détail. C'est quoi le patriarcat? C'est quoi le féminisme? Pourquoi les femmes elles réagissent comme ça? Pourquoi est-ce qu'elles en ont marre? Et de comprendre factuellement qu'est-ce qui se passe en face. Et tu soulignes l'empathie, la quatrième dimension, la relativité, c'est le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que pour bien comprendre un sujet, pour bien décider sur un sujet, euh, prendre du recul, c'est important de prendre un peu des points de vue différents. Qu'est-ce qu'en pense une femme de 60 ans? Qu'est-ce qu'en pense un jeune homme de 13 ans? Qu'est-ce qu'en pense? Eh ben oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas. Eh ben oui, c'est intéressant. On va regarder un petit peu ce que pourraient penser les autres. Après, c'est faire preuve de logique et analyser le sujet, hein, j'ai envie de dire froidement, logiquement. Et la dernière dimension, ce qui est important pour cette intelligence émotionnelle, ce mode adaptatif, la capacité à faire preuve d'assertivité. Cette force, ce courage qu'il faut aussi pour pouvoir dire les choses, euh, proposer son opinion personnelle et ne pas rester finalement dans le troupeau de moutons Mm. qui vont tous un peu suivre la masse et qui finalement ne vont pas réfléchir par eux-mêmes. Et je trouve que c'est important cette empathie parce que c'est justement si vous avez de la dominance et que vous dites ben moi j'ai envie de faire quelque chose avec ça parce que je suis pas en phase avec ces valeurs-là, ce ne sont pas les miennes, et ben vous pouvez tout à fait
Travailler justement sur votre empathie, travailler sur votre capacité à vous mettre à la place des Mmh. autres, capacité aussi à prendre du recul avec vos émotions, avec, ce sentiment d'injustice qui vous habite, bah, finalement vous dire: «Mais c'est peut-être un peu dû à ma dominance et c'est peut-être un problème dans ma relation aux autres». Parce que la dominance, elle isole aussi, hein, parce qu'à un moment donné, on est tout le temps victime, personne ne nous comprend, personne nous aime à notre juste, Mmh. valeur, et finalement, on se retrouve un petit peu isolé et je pense pour des relations humaines de qualité, pour des relations aussi professionnelles de qualité, pour, être plus heureux dans la vie, atteindre un autre niveau de sagesse et d'humanité, on va être capable de prendre du recul par rapport à ces petites émotions, ces petites pulsions, pour finalement décider vraiment de qui on est et décider des relations qu'on veut avoir aussi avec les autres et pouvoir réfléchir un peu plus à long terme que d'être que dans l'instant présent et Mmh. dans son petit plaisir, sa petite émotion, de l'instant présent. Voilà, donc voilà, je voulais partager un petit peu, cet aspect-là un peu, technique. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de féminisme aussi, Marion. Je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. À un moment donné, tu disais, en t'adressant à moi, tu disais: «Vous», les hommes, voilà et je trouve intéressant parce que justement dans le mode adaptatif, il y a cette idée de nuance, d'être précis par rapport aux choses. Et il y a aussi un truc, effectivement, quand moi, en tant qu'homme, on dit vous les hommes, je me sens attaqué finalement. Je me sens, Ouais. mais non, mais moi, je suis pas comme ça. Alors déjà, est-ce que je suis comme ça ou pas? Déjà, faut se poser la question. Est-ce que j'ai pas eu des comportements qui n'étaient pas corrects à un moment dans ma vie? Évidemment. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de continuer à avoir des comportements déplacés ou pas? Donc, c'est une capacité à se remettre en question, froidement. Déjà, je pense que c'est important. Mmh. Déjà, il y a une première chose à dire par rapport à ça. Ensuite, c'est, à partir de là, se dire: «C'est pas moi qui suis mis en question, ce sont les hommes». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, chacun est unique, chacun est différent, chacun a ses spécificités. Cependant, d'un point de vue statistique, c'est factuel, il y a une proportion d'hommes, il y a enfin, quand on voit les chiffres des violences faites aux femmes et de ce qu'elles vivent, c'est extrêmement factuel. Donc on peut être un homme et être féministe, sans pour autant, ne pas être, viril ou être un sous-homme ou être quelqu'un qui va se flageller. Ouais. Et c'est quelque chose que je trouve hyper important et moi, pour moi, on manque de nuances sur le sujet trop souvent. C'est les hommes contre les femmes et c'est vous contre nous et finalement, c'est un peu une réaction aussi très, d'automatisme de finalement, on a cette tendance, donc il y a des biais cognitifs qui sont documentés par rapport à ça. Quand c'est tout simplement des stéréotypes, on va avoir tendance à mettre des stéréotypes sur les autres groupes de manière à simplifier notre compréhension, de manière à comprendre le monde. Ouais. Le monde est extrêmement complexe, chacun est unique, chacun est différent. On le voit dans plein de choses. Dès qu'on gratte un peu, chacun est unique. Et ce sont les mêmes problèmes qu'on retrouve avec le racisme, qu'on retrouve avec l'homophobie, qu'on retrouve avec la Bien misandrie, la sûr. misogynie. Et ce qui est intéressant, d'avoir vraiment toujours cette nuance, cette précision quand on traite de ces sujets-là. Et moi, je pense on peut tout à fait, je voudrais pas tomber dans un piège aussi, qui est celui de la culpabilisation quand on argumente face à quelqu'un. C'est-à-dire que trop souvent, on va avoir des hommes qui culpabilisent d'être un homme. Alors, et qui vont se dire, non, mais c'est vrai, les hommes, nous, on est violents, on est méchants. Mais non, enfin, tu es responsable de ton comportement. Il y a effectivement des dangers, il y a des risques. Comment est-ce que tu travailles sur toi pour éviter d'avoir ce genre de comportement? L'éducation est hyper importante. L'éducation est effectivement, il y a des aspects biologiques, mais il y a aussi surtout des aspects d'éducation et de société et de culture et de comment on éduque les enfants, les garçons. C'est extrêmement important. Cependant, aussi une technique j'entends parfois des discours de culpabilisation de l'autre, alors que ce soit les hommes envers les femmes ou l'inverse, et ben, c'est quelque chose qui finalement, on retrouve les techniques du pervers narcissique finalement. Mmh. La culpabilisation, Ouais. c'est des techniques de manipulation qui se basent finalement sur une emprise émotionnelle et qui vont pas donner des bons résultats pour faire changer les autres. Ça a été documenté aussi, notamment en rapport du GIECO, qui a vachement étudié comment on essaie de changer les comportements par rapport au réchauffement climatique. Et la culpabilisation, la menace,
ça ne fonctionne pas. Ça peut avoir peut-être un effet à court terme, mais à long Mais à long terme, terme, ça marche pas. c'est pas une dynamique qui est saine, c'est pas une dynamique qui est positive finalement pour changer et même pour travailler sur soi. La culpabilité, c'est pas quelque chose qui est efficace Mm. pour le changement. On entend parfois des féministes dire bah, moi je suis misandre, je l'assume. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu plus par rapport à ça, avec les nuances qu'il y a derrière, Mm. parce que c'est pas si basique que ça. Ouais, ouais, parce que moi, par exemple, ça peut être un terme que j'emploie en ce qui me concerne. Il m'arrive de dire je suis misandre et tout. Euh, Parce qu'en fait, on met la misandrie aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a 50 ans, tu vois. C'est pas l'opposé de la misogynie. C'est plus une réaction à la misogynie aujourd'hui. C'est la conséquence, en fait. Parce que on est tellement, en fait, victime au quotidien de la dominance masculine, de harcèlement, d'agression. Encore une fois, voilà, on parlait de chiffres tout à l'heure, mais c'est aberrant ce qui se passe, ne serait-ce qu'en France, qui est quand même un pays privilégié. Mais quand tu vois ce qui se passe dans le monde et tout, c'est aberrant. Et en fait, à force d'être victime en fait de ça, bah, on est fatigué, tout simplement. C'est que t'as un épuisement aussi. Je veux dire, aujourd'hui, être une femme, pour moi, c'est fatigant. Parce que faut tout le temps, juste c'est te blinder face au harcèlement que tu vas vivre toute la journée. Essayer d'expliquer, on a quand même envie de faire de l'éducatif, on a quand même envie de dire aux hommes, alors attendez, parce qu'en fait, si vous n'agissez pas comme des cons, bah, ça va vachement mieux se passer pour tout le monde. Mais à force de tout le temps devoir expliquer, devoir militer, devoir s'engager à droite, à gauche, de devoir essayer au maximum, tu te dis bah, quel impact je peux avoir moi dans mon quotidien. Moi, je le vois au bar. J'essaye au maximum de prévenir les comportements misogynes de mes clients. Mais en fait, ouais, ça fatigue. Et donc la misandrie, en fait, aujourd'hui, c'est plus le terme qui va être associé à cette fatigue-là, c'est vraiment une réponse. Et ce que je dirais, tu vois, c'est que la misogynie tue. La misandrie, elle milite. Ça, c'est vraiment très différent. Et donc, ouais, c'est juste ça. C'est une conséquence. Mais c'est pas vraiment l'opposé d'eux. Parce que en vrai, on ne déteste, c'est pas détester les hommes. C'est détester le comportement patriarcal. Et c'est pour ça, c'est en ça qu'il y a vraiment une différence. Ouais, j'avais lu aussi un article par rapport à ça, sur la misandrie. C'était aussi le fait aussi pour une femme de dire à un moment donné, je ne prends plus en compte le regard masculin Mm. pour juger de qui je suis, de comment je dois m'habiller, et sortir en fait un petit peu aussi de cette emprise Ouais. de devoir plaire. Est-ce que c'est... Mais ça, complètement, parce que, en fait, il y a ce ras-le-bol-là aussi de faut t'habiller comme ci, faut pas t'habiller comme ça, si tu te maquilles trop. On doit être maquillé mais rester naturel. On doit, faut que tu t'habilles. Alors, faut être un peu salope mais pur. Il y a tout un truc, mais il y a le monologue de America Ferrera dans le film Barbie qui dépeint exactement ce que je suis en train de dire, qui est absolument parfait. C'est qu'il y a toujours ce truc, cette injonction masculine à une femme, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, mais pas trop. Mais faut pas que ce soit pas assez. Et il y a ce ras-le-bol là aussi, on se dit, mais en fait, merde, on n'a plus envie. Nous, on a envie de s'habiller pour nous, on a envie de se faire plaisir, on a enfin envie de se regarder dans un miroir et dire, hé, mais c'est moi la belle gosse que je regarde en fait. Parce que oui, effectivement, enfin c'est pareil, je disais un truc, c'est bien sûr qu'on s'habille pour le regard des hommes. Parce que s'il n'y avait pas le regard des hommes, mais ce serait mini-jupe, paillettes, plumes et talons, mais toute la journée. On s'habille pour votre regard parce qu'on a peur de votre regard. Moi, je sais que maintenant, je mets quasiment que des manteaux et des vestes longues juste pour pas qu'on me mate le cul dans la rue. Et donc, là, et ça, en fait, c'est pareil, il y a un gros ras-le-bol là-dessus. Et la misandrie, ça englobe ça aussi. C'est ce côté de je ne fais plus rien pour une tierce personne, en l'occurrence le regard masculin, etc. Mais est-ce que je veux commencer à faire les choses pour moi? Moi, ce que je trouve intéressant finalement, c'est que derrière un terme
comme misandrie par exemple, on se rend compte que là encore, il faut faire preuve de nuance, faire preuve d'empathie et comprendre qu'est-ce que ça signifie pour l'autre. Moi, je trouve intéressant ce que tu décris là parce que j'aurais pas eu idée, moi, de toute la connotation, toute l'émotion qu'il y a derrière, en fait. Tout ce que ça comprend d'expérience, de difficultés et de ce que tu vis. Et je pense aussi qu'il y a des hommes qui sont pris dans un truc comme ça, de devoir absolument plaire aux femmes Ouais. et qui essayent finalement de changer leur comportement, leur attitude pour plaire. Mmh. Et ils vont aussi adopter finalement des techniques qui sont enseignées par des coachs en Ouais. séduction, par exemple, plus ou moins efficace, plus ou moins, je dirais, scientifiquement approuvé ou sociologiquement approuvé, et que ça peut donner des résultats complètement déplorables et complètement à côté de la plaque, en fait. Et je pense que les femmes ont énormément de pouvoir aussi, genre, avec qu'est-ce qu'elles récompensent, par leur attention, par leur temps et par leur cœur ou leur corps, c'est évident. Les hommes devraient beaucoup plus aussi réfléchir à leur valeur, à qui ils sont réellement. Parce que je crois qu'il y a, il y a quelque chose qui plaît aux femmes, c'est l'authenticité et le Qui courage. plaît à normalement tout le monde, hein, Oui. Et effectivement, je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant d'analyser, c'est que si vous commencez à jouer un personnage pour séduire, c'est forcément un masque Ouais. que vous portez, et tôt ou tard, vous serez démasqué. Et donc, ça ne donnera pas les résultats que vous souhaitez sur le long terme. Alors, il y a des gens qui sont uniquement court-termistes. Moi, je ne juge pas, en fait. Il y a, en fait, que ce soit homme ou femme, on peut avoir envie de plutôt d'avoir des relations, je dirais, à court terme, voilà, Ouais, bien sûr. ou des relations à long terme. Ça dépend énormément des valeurs de l'individu et aussi de ses motivations intrinsèques. Ça dépend aussi des profils de chacun. Et d'ailleurs, on peut aussi avoir les deux. C'est plus complexe que ça n'y paraît. Mais on ne peut pas juger quelqu'un. Et il y a un autre sujet, moi, que je trouve intéressant à analyser, c'est la question du body count, du coup. Parce que Oui. c'est aussi une injustice entre les hommes et les femmes. C'est un peu comme le terme salope qui n'a pas d'équivalent au masculin, Mmh. qui serait un défaut pour les femmes et qui serait, qui n'existe pas chez les hommes. Et le body count, moi, je trouve que c'est intéressant parce que, euh, à la limite, que toi, personnellement, homme comme femme, tu n'éprouves pas de désir ou d'émotion pour quelqu'un qui a un body count très élevé, c'est ton droit. On ne peut pas juger quelqu'un par rapport à ce qu'il ressent. On ne choisit pas ce qu'on ressent, on ne choisit pas qui on désire. Voilà. Par contre, on est responsable de son comportement. On est responsable de respecter la loi et on est responsable aussi de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et je trouve que la nuance, elle est importante aussi à apporter par rapport à ça. On ne peut pas juger quelqu'un pour son body count. Chacun fait ce qu'il veut en fait de son corps. Absolument. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas il y a rien d'illégal en fait à Ah mais coucher tu le avec des droit de gens. coucher avec la terre entière si ça te fait plaisir. Par contre, effectivement, moi je comprends le fait de dire à un moment donné, ben moi je ressens pas d'attirance pour quelqu'un qui a eu trop Mmh. d'aventures, mais ça c'est son choix. Mais ça, c'est un choix qui est personnel. Mais de là à culpabiliser, à dire non, bah, c'est nul, c'est pas bien, c'est mal, ça c'est une erreur. Une erreur, c'est finalement vouloir juger les autres et appliquer à l'autre des valeurs Mmh. qu'on a soi. Ce qui est un manque de tolérance, un manque d'intelligence émotionnelle et un Mmh. manque d'empathie aussi. Ouais, ouais, puis on en revient encore à ce rapport très dominant, où, un homme qui va avoir un body count élevé, c'est le séducteur, c'est le don Juan, tu vu, beau gosse. Et la femme qui aura ce même body count élevé, ah bah non, elle, c'est une grosse salope, quoi. Et Et c'est là qu'on a un gros souci et je trouve qu'il y a il y a un rapport, tu sais, pénétrant, qui est très, très malsain, là-dedans. alors ça, c'est intéressant, effectivement, parce que le rapport sexuel, finalement, salirait la femme alors Mmh, qu'il honorerait l'homme. exactement. Ce qui est complètement déjà injuste, Mmh. qui est complètement faux. Et moi, ce qui me fait aussi penser à un autre aspect sur l'objectification, finalement, Ouais. de la femme. C'est quand même quelque chose qu'on perçoit derrière tout ça, parce que cette idée aussi d'une femme vierge, par exemple, qui serait plus pure qu'une autre, ou d'une femme qui aurait un body count peu élevé, et qui serait donc qui serait meilleure, quelque part, il y a une relation à l'autre qui est un peu comme une relation à un objet. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu comme prendre un bien, j'ai envie de dire, acheter un bien neuf ou un bien d'occasion.
il y a ce côté finalement d'usage Ouais. de l'autre. Et ça, on le retrouve énormément, de plus en plus dans nos sociétés, avec les réseaux sociaux, avec les applications de Mmh. rencontres, parce que finalement, l'autre, c'est une image. L'autre, c'est un produit. L'autre, finalement, on peut le manipuler, on peut l'utiliser. Et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les discours masculinistes de séduction, qui sont basés finalement sur la manipulation de Mmh. l'autre et qui sont dans le fait finalement de jouer un rôle pour arriver à ses fins. Et ce qui est quand même assez malsain, parce qu'on perd de vue complètement l'être humain qu'on en face, et on perd la chance de pouvoir créer une relation sincère avec l'autre, qui est vachement plus Bah épanouissante oui. quand même humainement, que le simple fait de pénétrer un corps ou de profiter finalement de quelqu'un. Et moi, je voudrais revenir par rapport à ça, sur l'objectification, parce je pense qu'on a de plus en plus, on risque de plus en plus de tomber là-dedans, à cause aussi de la distance qu'il y a entre les gens. Ouais. C'est-à-dire que avant, on rencontrait les gens directement. Moi, je parle avec beaucoup de personnes différentes dans le cadre de mon métier ou de mes activités nocturnes ou autres, hein. Mmh. Et j'aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup faire la fête. Et quand on discute avec des gens, ce qui est extraordinaire, on rencontre de tout. Moi, Oui. je rencontre des flics, je rencontre des pompiers, je rencontre des institutrices, je rencontre des étudiants, des étudiantes, je rencontre des personnes qui viennent d'Inde, je rencontre des personnes qui travaillent dans la nuit, etc., etc. Et cetera. Et en fait, quand tu as la personne en face de toi, que tu l'écoutes, tu fais preuve d'empathie, que tu te mets un petit peu à sa place, finalement, tu peux pas le juger. Et du coup, le fait qu'on ait tous ces réseaux sociaux et cette distance entre les gens, ça crée en fait encore plus le sentiment que l'autre peut être un produit, un objet, on peut en profiter. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'industrie alimentaire aussi, le fait Mmh. qu'on achète du poulet en barquette et qu'on n'ait pas à tuer son poulet pour le manger, ça crée une distance. Et Ouais. on le voit aussi dans l'administratif, dans des sociétés où il y a beaucoup d'administratifs, il y a une espèce de distance entre la réalité de ce que vivent les gens et le point de vue de personnes qui seraient tout en haut, soit de la chaîne alimentaire Ouais. ou de la chaîne hiérarchique, et qui ne se rendent plus compte des réalités. Et moi, je trouve finalement aussi, dans ces réseaux sociaux, avec cette guerre homme contre femme, on tombe en fait dans ce piège-là, Mmh. de plus écouter l'autre, de plus être finalement dans l'empathie, dans la compréhension. On n'est pas pareil, on a des différences, chaque être humain en plus est totalement différent. Et la qualité d'un couple, la qualité d'une relation, qu'elle soit au travail ou amicale ou amoureuse, c'est dans cette capacité de communication, de compréhension de l'autre et d'empathie. Et c'est à partir de là qu'on peut faire des belles choses. Mmh. Ouais, bah, tu vois, j'en reviens à ce que tu disais parce que, bah, moi, c'est pareil, du coup, au sein de mon métier, je rencontre tellement de gens différents et c'est ça qui est formidable et je pense que ce truc-là de se rencontrer et de parler avec tellement de profils qui sont très différents, ça ouvre l'esprit tout simplement et tu vois, moi, j'ai vu un truc un peu, dans le monde de la nuit, dans le monde du bar et tout, c'est le avant covid et le après covid un peu. Où, avant, enfin moi je sortais dans les bars toute seule, j'allais à la rencontre des gens, je me suis fait des potes comme ça, j'ai eu des coups d'un soir comme ça, c'était super sympa. Enfin tout peut se passer mais c'est la communication avec quelqu'un qui m'est complètement inconnu était très simple. Quand je sortais avec les potes et tout, c'était, «Ah bah, il y a plus de place, mais c'est pas grave, on va partager la table avec quelqu'un». «Ah bah, on va rester debout, on va se serrer avec vous, excusez-nous», tu vois? Enfin, tu ce truc de ce n'est pas dérangeant d'être avec des inconnus et la plupart du temps, tu finis par te parler, par passer la soirée ensemble, prendre les contacts et tout. Tu ce côté de convivialité qui était vachement chouette. Là où je vois la différence depuis le covid, c'est que maintenant les gens ont vraiment une culture de l'entre-soi. Tu vois, ça gêne je constate que ça gêne les gens de partager une table avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, c'est tu 2 groupes de 2, j'ai une table de 4, je vais dire: «Bah, je vais vous installer là avec, ces messieurs dames et tout» et là, tout de suite, c'est: «Ah ouais, mais non» et tu vois ceux qui sont déjà installés, tu sais, ça se resserre, ça resserre les jambes, ça fait comme ça prend les sacs, les affaires et tout. Il y a ce côté de: «Non, je ne veux surtout pas avoir affaire à un inconnu». Les gens viennent beaucoup moins dans les bars, tu sais, de façon très naturelle: «Ah bah, tiens, on va là». C'est non, il faut avoir réservé sa petite table, il faut avoir son petit espace avec les gens que je connais. Et c'est très, très particulier du coup parce que, moi qui aime bien ce que je fais justement pour rencontrer, s'ouvrir l'esprit, voir un peu les différents profils, les origines, les trucs. Parce que c'est ça qui était cool aussi, c'est que peu importe, ton origine, ta religion, ton avis politique, à la fin de la journée, tu es là pour boire un coup.
avec ou sans alcool, bien sûr. Mais tu es là juste pour te détendre, et tout le monde a le même objectif, tu vois? Et d'où le fait que normalement, bah, ça se rencontre et ça connecte. Et là, ça connecte absolument plus. Et là où le bar avant était un peu ce truc, bah, c'est l'ancien, réseau social et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins ce truc-là, quoi. Et c'est vrai que les gens, du coup, s'éloignent. Et j'avais vu une stat, hein, il y a beaucoup de bistrots et de bars de quartier qui ont fermé, là, sur les 15-20 dernières années. Et ça correspond à vraiment une espèce de montée des pensées extrêmes, de l'isolement et tout ça. C'est vrai, mais c'est rigolo parce que vraiment, il y a une corrélation, en fait, entre les deux. Où plus les gens s'isolent, moins, du coup, ils s'ouvrent au monde, moins ils sont curieux, moins ils vont avoir d'empathie, justement. Et t'as vraiment ce truc de très, voilà, je suis isolée, je vois le monde de ma fenêtre et c'est très bien, quoi. Et c'est marrant parce que tu retrouves ça aussi beaucoup dans les bars dansants, etc. Les gens sont dans leur coin, ils sont même parfois seuls ou devant leur portable. Mm. Le portable, maintenant, c'est le truc magique, on s'ennuie plus, on a son Là, c'est portable. greffé sur ta main, là. Moi, j'aime bien aller vers les gens et donc leur parler. Et c'est vrai que bon, parfois ça peut être un peu intimidant d'aller voir quelqu'un qu'on connaît pas. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi d'utiliser comme technique, c'est l'empathie. On se met un peu à la place de l'autre. Donc la relativité, on Mm. reparle un peu de ce mode adaptatif, on se met à la place de l'autre. Et l'autre, est-ce qu'il vient souvent, qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il regarde, est-ce qu'il danse ou pas, etc. Et finalement d'aller le voir, parfois même simplement en lui disant ça va, tout va bien, ça se passe bien pour toi. Et finalement tout de suite, ah bah oui, ça va. Ou Mm. alors, moi j'ai eu des cas aussi, ah bah non, ça va pas du tout. Moi j'ai ma copine qui se fait emmerder Ouais, par un ouais. mec. Ou alors l'autre qui va dire ah bah non, moi là j'ai envie de me battre avec l'autre en face. Ok, d'accord. Et en fait c'est assez marrant de voir comment chacun est dans son monde. Alors euh, souvent ce qui se passe c'est quand on fait le premier pas, une fois qu'on a ouvert la discussion, après c'est Ouais. parti pour des heures de discussion avec des inconnus et où ils vont nous raconter leur vie, leurs histoires, ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet. Je trouve ça passionnant. On fait des rencontres plus ou moins de qualité parce que parfois on tombe sur des gens complètement fous, hein, faut Bah bien le oui. dire. Et voilà, moi je pense il y a un type de personnalité qui est parfois assez drôle, c'est le complotiste. Alors, c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, forcément, il y en a beaucoup, ils prennent beaucoup la parole. Et parfois, moi, je trouve que le problème des réseaux sociaux aussi, c'est qu'on met trop en avant, on met trop de lumière sur des gens qui sont juste bêtes, en fait. Mm. Voilà. Et que ce soit des gens, des propos racistes, que ce soit des propos misogynes. Souvent, bon, on va un peu trop le mettre en avant, alors qu'il suffirait parfois juste d'ignorer, en fait, ou de l'interdire aussi, hein. Et on a parfois des personnages qui vont nous parler d'extraterrestres qui sont venus sur Terre, etc. On peut aussi parfois s'amuser de ça. Ouais. Alors ça, c'est marrant parce que cet aspect un peu complotiste, ça correspond aussi à la gouvernance grégaire, souvent. C'est ce qu'on appelle la marginalité. C'est le fait finalement de ne pas faire confiance aux autres. La gouvernance grégaire, c'est deux axes. Il y a celui de la confiance en soi et il y a celui de la confiance aux autres. Et c'est intéressant parce que des gens qui n'ont pas confiance aux autres, a priori, que ceux qui ne connaissent pas, ils vont pas leur faire confiance. Ils vont être dans la méfiance, parfois un peu paranoïa. Et donc, ils ont ce sentiment qu'on leur ment, qu'il y a des vérités qu'on ne dit pas, etc. Et c'est assez drôle parce que dans les bars, parfois, bah, ces gens, ils se lâchent. Mm. Et on peut avoir des discussions absolument lunaires. Ouais. Et ça fait partie aussi du plaisir de rencontrer des gens. Bah, chacun vient aussi avec ses traits de personnalité. Et tant que ça se fait dans la bienveillance, Ouais. dans l'empathie et respect mutuel, bah, ça peut être très agréable. Quitte à lui dire, bon, je suis pas d'accord avec toi sur Oui, là-dessus, mais ça peut être très mais sympa. On a effectivement. voilà, on voit parfois des cas assez drôles. Ouais, maintenant, je voulais aussi te Ouais. demander, toi qui connais le monde de la nuit, qui travaille là-dedans, est-ce que tu as des messages à passer à certains types de clients est-ce que toi, tu as envie de faire un peu de prévention sur les sujets? Bon, alors déjà, l'alcool est à consommer avec modération. Mais c'est oui, alors faut faire attention, donc malheureusement, il y a toujours le comportement des garçons qui vont essayer d'enivrer, les nanas parce qu'ils veulent avoir un rapport sexuel avec elles, donc toujours faire attention à ce qu'on boit. Malheureusement, il y a aussi le problème de la drogue dans les verres et tout.
Nous, on essaye d'être vigilants, mais on n'a pas les yeux partout. Et donc, je pense que déjà, il y a des trucs. En fait, ça m'embête, mais c'est juste. Donc, déjà, c'est ton verre, il faut que tu l'aies vu servi. Il faut que tu aies vu le barman servir ton verre. Si c'est un homme qui t'apporte un verre, tu l'as pas, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas ce que c'est, tu ne le bois pas. J'ai pas demandé ça. Ah non, j'aime pas, ou machin. Tu trouves une excuse pour ne pas boire un verre que tu n'as pas vu servi. Parce que tu ne sais pas ce que la personne a mis dedans. Malheureusement, c'est des. En fait, ça me saoule parce que je fais beaucoup de prévention. Moi, j'ai déjà aidé des clientes à qui j'ai appelé des taxis parce qu'il fallait qu'elles rentrent chez elles parce qu'elles ont trop bu. Et qu'il y avait un mec relou à côté. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Il y a des nanas que j'ai un peu pris sous mon aile. Moi, mais tiens, mais viens au comptoir, je vais dire que t'es ma meilleure copine, ça va bien se passer. Comme ça, le relou qui est en train de t'emmerder depuis tout à l'heure, il va se casser. Parce que nous, derrière le comptoir, on a quand même une petite autorité. Euh, Ne pas hésiter, en fait, si tu te sens en danger ou si tu te sens pas bien, si t'as le moindre souci, en fait, tu te sens harcelé, tu te sens pas bien, t'as l'impression qu'on a mis quelque chose dans ton verre ou quoi que ce soit, faut surtout pas hésiter à parler au staff. Alors on n'est pas tous formés, on n'a pas forcément tous les meilleurs des réactions, mais quoi qu'il arrive, on sera là pour t'aider et ne serait-ce que pour te mettre en sécurité. Faut vraiment pas hésiter à parler. Tu rentres chez toi tout seul dans la rue, t'as peur, il y a quelqu'un qui te suit. Tu vois un mec de la sécu qui est devant l'établissement, tu vas le voir, tu lui dis excusez-moi, est-ce que vous pouvez me protéger 2 secondes, j'ai un problème avec un gus derrière. Il va te protéger. Faut penser à ça, à vraiment communiquer avec nous. Et après, moi, ce qui m'embête dans ce que je dis là, c'est qu'en fait, on a trop l'habitude de dire aux femmes ouais, la nuit, c'est dangereux. Les hommes sont dangereux. Fais attention. Et on dit toujours fais attention. Et on dit pas à l'homme arrête de te comporter comme un con. Genre, qu'est-ce que ça t'apporte, cette domination que tu dois avoir? Qu'est-ce que ça va t'apporter de tirer un coup avec n'importe qui ce soir? Parce qu'en vrai, tu t'en fous. Tant qu'elle a un vagin, t'y vas, quoi. C'est pas normal, ce genre de comportement. Non, respecte-nous, respecte les autres, mais respecte-toi aussi. Parce que ce que tu fais là, en essayant n'importe quoi, toutes les techniques possibles et imaginables pour serrer, déjà, c'est du non-respect pour la personne en face, mais c'est aussi du non-respect pour toi. Regarde-toi dans la glace correctement, tu vas voir, t'es un mec sympa, ça va bien se passer. T'as pas besoin de tout ça. Et il y a ce côté performance de devoir tirer un coup à tout prix et tout. Ça suffit, je veux dire, la vie ne tourne pas autour de ça. Il y a tellement mieux à faire quand t'es surtout comme ça en sortie et tout. Communique avec quelqu'un et si effectivement l'envie se crée, tant mieux. Mais c'est pas une obligation, quoi. Mhm. C'est comme tu disais tout à l'heure, le rapport, juste être honnête. Sois toi-même, sois authentique avec les gens et tu vas créer des liens et des connexions qui seront tellement plus intéressantes. Et effectivement, si ça doit donner lieu à un rapport, amusez-vous bien et protégez-vous. Mais c'est pas censé être l'objectif premier, tu vois. Mhm, mhm, mhm. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi je trouve on- quand on aborde des gens, surtout moi j'ai 47 ans, j'aborde tout le monde. Donc j'aborde des personnes plus. Moi je discutais hier avec un papy de 80 ans. Ça m'arrive de discuter aussi avec des jeunes étudiants de 22, 23 ans. Bon. Moi j'ai conscience aussi qu'à 47 ans, je vais pas les intéresser en fait, a priori. Alors il y a des rares exceptions, mais c'est absolument Mm. rarissime. Donc je pars du principe de toute façon que je ne l'intéresse pas. Et je trouve que c'est extrêmement aussi, pour moi, libérateur d'être dans une relation comme ça, un petit peu naturelle, d'empathie, d'ouverture, de rassurer l'autre aussi. Parce que forcément, comme je suis un homme, j'ai conscience de mon image, j'ai conscience de ce que je dégage Mm. comme image. Et donc, forcément, il y a des préjugés qui sont plus ou moins d'ailleurs justifiés, associés aux hommes de mon âge. Et donc, forcément, je dois être capable de rassurer l'autre, d'être dans une zone de protection. Et j'ai discuté une fois comme ça avec une jeune étudiante, très sympa, magnifique, et on parlait de l'Amérique latine parce que j'adore l'Amérique Ouais. latine, j'adore la culture latine, j'adore les latinos, surtout, alors que ce soit Venezuela, Équateur, République dominicaine, je trouve qu'il y a vraiment
une qualité relationnelle très souvent, hein, chez les gens que je connais de cette culture, très souvent on a ce côté léger, on a ce Mmh. côté sympa, ce côté joyeux, ce côté bon vivant, Ouais. drôle, très agréable, qu'on retrouve beaucoup moins souvent chez les Français qui sont plus souvent froids, à se protéger, à Mmh. réserver, ce que tu décrivais tout à l'heure Ouais. dans un coin. Et donc je discutais de ça avec elle en disant, moi j'ai voyagé en Amérique latine, c'était génial. Puis je l'ai rassurée aussi sur le fait que je lui demanderais pas son numéro, que je n'étais pas dans une relation de séduction avec elle, je voulais juste discuter avec elle de ça. Et elle s'est mise à pleurer à ce moment-là, en me disant, j'en peux plus, Ouais. tous les hommes veulent me baiser. Et les nanas sont jalouses, elles m'envoient des pics tout le temps, et j'en peux plus en fait, parce que ma vie est un enfer à cause du fait que je sois jolie, etc. Ouais. Et il y a ça aussi qui est terrible, je trouve, c'est que finalement, à partir la, la, de plus pouvoir voir l'être humain qu'il y a derrière la beauté ou la plastique, la personnalité, le talent qu'il y a chez quelqu'un, sa culture, Mmh. qu'est-ce qu'il peut nous apporter en termes de retour d'expérience, en termes de tout simplement. Et évidemment, j'ai pas essayé de la séduire, hein. De toute façon, c'était pas mon intérêt à ce moment-là. Et moi, j'aime discuter avec les gens. Et j'ai eu une belle rencontre. Une belle rencontre avec elle, comme j'ai eu des belles rencontres avec des ingénieurs indiens qui m'ont raconté comment ça se passait dans leur famille et avec qui j'ai papoté pendant une heure. Et des personnes qui ont travaillé dans la finance et des personnes qui sont flics et qui n'en peuvent plus aussi Mmh. de ce qu'ils vivent parce que c'est parfois extrêmement dur de ne pas être soutenu, etc. Mais je ne rentrerai pas dans les aspects politiques. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'effectivement, faire preuve d'empathie, avoir conscience aussi de son image, se mettre un petit peu à la place de l'autre et sortir de ce truc de consommation de l'autre. Ouais. Que ce soit avec des hommes parce qu'il y a un intérêt à discuter avec lui, parce que j'en sais rien, il va m'offrir un verre, je sais pas en fait. Je trouve que c'est important aussi de pouvoir reprendre cette distance par rapport à tout ça, et pour avoir des relations de bien meilleure qualité. Et je finirai par dire que euh, c'est un petit peu c'est parce qu'on n'a pas de on n'a pas on n'a pas d'intention qu'il peut aussi se passer des belles choses. C'est-à-dire que parfois justement quand on a vraiment ce truc de dire bah j'attends rien en retour, Mmh. que ce soit même dans les projets professionnels ou dans la relation aux autres, j'attends rien en retour. Bah finalement, il peut y avoir des très Mais belles choses exactement. qui se passent aussi parce que finalement, on crée une relation beaucoup plus saine avec Ouais, l'autre. tout à fait. Alors, il y a un autre sujet aussi, moi, que je peux observer quand je sors, c'est aussi le piège avec l'alcool. C'est entre le moment où il y a la prise d'alcool et le moment où on est au top de l'ivresse, il y a Ouais. une heure de Ouais. décalage. Et donc, parfois, les personnes jeunes, hommes comme femmes, ils peuvent se sentir finalement, quand on est inexpérimenté aussi avec l'alcool, on peut avoir l'impression que on tient l'alcool, que tout va bien, c'est génial, on fait la fête. Le piège des shots, première tournée de shots, Ouais. deuxième tournée, troisième tournée, etc. Et le problème, moi, j'ai vu aussi à un moment donné des nanas qui se retrouvent. Alors, je parle de nanas parce que moi, c'est ce que j'ai pu constater, mais c'est vrai pour des hommes aussi. C'est moins grave pour les hommes parce que les nanas sont beaucoup plus finalement en proie à des prédateurs sexuels ou prédateurs tout court. Et le problème, c'est voilà, on se fait entraîner, on prend une tournée de shot, une deuxième, une troisième, et une heure après, bah, on n'est pas loin du coma Ouais. éthylique. Moi, j'ai retrouvé des nanas sur le trottoir en train de vomir. Et quand on veut les aider, on leur appelle un taxi, on leur appelle un Uber. Bah, les taxis, les Uber, les prennent Ils pas. les prennent pas, bien sûr. Ils les prennent pas parce qu'évidemment, ils veulent pas qu'ils dégueulassent leur outil de travail et c'est bien légitime. C'est 3 jours de nettoyage, ça pue et ils peuvent plus bosser. Donc, ils refusent les personnes qui sont proches de vomir. Et donc ça, bah, l'hiver, quand les transports en commun sont fermés et on peut plus prendre de taxi ou de Uber, et ben on est tout simplement en danger, on va être vraiment en galère. Et donc voilà, c'est aussi quelque chose, il faut faire attention, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un, idéalement, quelqu'un qui peut vous raccompagner, Ouais. ou de pouvoir faire les trajets à pied dans le pire des cas, ou à vélo, et même le vélo, c'est contre-indiqué quand on est vraiment trop, Mmh. Trop enivré, ouais. trop enivré. Et voilà, donc ça, c'est aussi un truc, quand même faire attention avec qui on sort, faire attention aussi à la consommation, parce qu'on voit malheureusement des gens qui se retrouvent vraiment en danger. Le coma Ouais. éthylique, c'est très dangereux. Ah mais tout à fait, moi j'ai eu une cliente qui a failli mourir d'un coma éthylique, hein, heureusement j'ai la formation 1er secours.
Mais tu vois, une nana qui, typiquement, tu vois, les shots, 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 shots. Moi, ce que je recommande, hein, c'est t'en as pris 2 d'affilée, tu te calmes, tu prends une pinte d'eau, tu laisses redescendre 1 heure, tu reprends plus de shots avant 1 heure. Déjà, t'attends de voir dans quel état ça va te mettre. Mais ça, c'est des choses, enfin, dire, quand t'es jeune, tu connais moins. Et puis, n'importe qui a de l'expérience va te donner les conseils qu'il faut. Hein. Tu sais, tu bois de l'eau, faut que t'aies mangé avant ou un peu plus tôt dans la soirée et tout, parce qu'il faut le temps que ta digestion se mette en place pour que ça éponge vraiment avec l'alcool que tu vas boire. Il y a plein de petits conseils comme ça qu'on donne. On les a tous entendus, tout le monde, à n'importe quel âge. Mais quand t'es gamin, bien sûr que tu ne les appliques pas, parce que t'es gamin. Moi, à 22 ans, je me prends des cuites monstrueuses parce que j'avais pas bu d'eau, j'avais rien mangé. Hein, c'est la classique. Mais tu vois, le problème, c'est que ça amène à des. On se rend pas compte du danger en fait que ça représente. J'ai donc voilà une nana, 19 ans. Moi, je ne savais pas qu'elle avait 19 ans. Je me dis, ah, vache, elle s'est enquillée. Je crois que ses potes, en fait, on n'avait pas vu que elle buvait avec eux et tout. Parce qu'il y en avait un qui buvait pas et moi je pensais que c'était elle qui buvait pas et en fait pas du tout. Bref, petite parenthèse. Mais donc elle, il s'enchaîne 4 ou 5 shots d'affilée, mais en plus de rhum hyper fort. Et, euh, et du coup, bah forcément, 1 heure plus tard, c'est chaos technique. Elle avait rien mangé. Elle n'a pas l'habitude de boire. Et t'avais donc... c'était 3 garçons et 2 nanas. Et donc, il y a un moment donné, la nana, je la vois bien chargée. Elle fait: il faut que j'aille aux toilettes. Je dis: bah tiens, c'est en bas des escaliers. Et puis, au bout de 15-20 minutes, elle remonte pas. Et donc, t'avais les 3 garçons qui étaient: ouais, bon, on va peut-être y aller et tout. Et la deuxième nana qui était: bah oui, mais on attend quand même notre pote, quoi. Mais, ah oui, tiens, elle est où? Et moi, c'était le moment où j'allais vers eux. J'aurais dit: écoutez, là, votre copine, ça fait quand même, je pense, un bon quart d'heure qu'elle est aux toilettes. Donc, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui vient avec moi? Parce que si elle est pas bien, je vais avoir besoin d'un coup de main. Et de préférence, la nana. Parce que s'il y a besoin de la rhabiller ou quoi. Et donc, on descend, je toque à la porte, évidemment, pas de réponse. Donc, j'ouvre la porte, on peut toujours ouvrir la porte de l'extérieur, bien sûr. Euh, et donc, j'ouvre la porte, je dis à la copine, je dis: bah, vas-y en premier, tu me tiens au courant, je vais pas rentrer dans l'intimité comme ça. Et, euh, et en fait, la nana s'était endormie, enfin, pas endormie, elle s'était évanouie sur le trône, elle s'était vomi dessus. Enfin, elle était à ça de crever. Hein. Donc là, sa copine qui la rhabille comme elle peut et tout, qui me donne son sac à main, je lui dis: écoute, le sac à main, je vais le garder parce que on sait jamais, au moins il y a toutes ses affaires, il y a ses papiers, sa carte vitale, machin. Je dis: maintenant, surtout, j'ai besoin d'un coup de main pour la montée des escaliers et on va la mettre en PLS. On va essayer d'appliquer les premiers secours comme on peut et j'en veux un dans le lot qui m'appelle le SAMU. Ah, parce qu'il faut appeler le SAMU. En fait, les mecs étaient tellement pétés, ils se rendaient pas compte que leur pote était en danger. Donc le SAMU est arrivé, ils ont confirmé qu'effectivement on était à ça, vraiment du drame. La gamine va très bien, ils l'ont gardée toute la nuit, ils lui ont fait un lavage d'estomac et tout. Elle est revenue chercher ses affaires le lendemain. Elle me dit: ouais, est-ce que vous pouvez me raconter? J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et donc effectivement, c'est des situations qui sont heureusement assez rares, mais il faut se rendre compte du danger qu'il y a, et d'où le fait de consommer avec modération son alcool. Et il y a un autre danger aussi que moi j'ai pu constater autour du consentement. C'est-à-dire que l'alcool désinhibe. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ces capacités qu'on peut avoir de bloquer des automatismes, Mm, c'est grâce à l'inhibition. mm, Donc, l'intelligence émotionnelle et cette capacité à prendre du recul repose sur la capacité d'inhibition. Et donc, le problème de l'alcool, ça le désinhibe. Alors, c'est aussi ça qui fait qu'on perd un peu des blocages, j'ai envie de dire, des automatismes sociétaux. Donc, on peut sortir un peu des règles de ouais. bienséance, on peut un peu plus se lâcher. C'est quelque chose qui est sympa aussi, qui fait qu'on va créer des liens sympas avec les autres. Mais à un certain degré, on est tellement désinhibé, le cerveau est tellement court-circuité que l'individu n'est plus la même personne. Enfin, disons que certains traits de sa personnalité vont prendre le dessus Ouais. et ce n'est plus l'entièreté de l'individu. Et on peut avoir, je dirais qu'avec quelques verres, ça peut être sympa, ça permet de se désinhiber. Effectivement, Oui, ça permet de se lâcher un peu, peut-être d'être un peu plus en confiance avec c'est ça. quelqu'un, etc. Mais à un certain niveau d'alcool,
Je dirais même que, je dirais ça aux hommes, vraiment, un certain niveau de consommation d'alcool, même un oui n'est pas un vrai oui. Alors je sais que ça peut être choquant parce que déjà on est en train de se battre pour dire, non, c'est non. Mmh mh. Mais même un oui n'est pas forcément un vrai oui consenti Mmh. et complètement assumable a posteriori. Et c'est là où je pense qu'il y a aussi plein de nanas qui se retrouvent avec la gueule de bois le lendemain et aussi, quelque part, beaucoup de regrets par rapport Mmh. à et des hommes aussi, hein, parfois, mais bon, c'est moins grave pour les hommes. Mais, il y a vraiment ce truc de se dire à un moment donné, si vous êtes avec une femme qui vous dit oui, mais qui est complètement, qui arrive plus à tenir debout, à un moment donné, laissez tomber. Ramenez-la chez elle, Bah oui. faites en sorte qu'elle se repose bien et éventuellement, le lendemain matin, vous pourrez, discuter, avoir une discussion un peu plus apaisée ou un autre jour, c'est pas le bon moment. Mais, ça sert à moi, pour moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt, en fait, de profiter finalement de quelqu'un qui est dans cet état-là. Bah, c'est ça. Pour moi, c'est pas loin d'être, exactement la même chose que de droguer quelqu'un et d'en abuser sexuellement finalement, hein. Trop d'alcool à un moment donné, Bah, ça ça revient au même, hein. l'alcool reste une drogue, hein, aussi, elle est légale, mais ça reste une drogue, hein, faut s'en rendre compte. Ça a quand même des effets, quasi instantanés et effectivement, je veux dire, si la personne en face est, trop bourrée pour articuler correctement, tu sais, ça zigzague, ça machin, enfin, fous-lui la paix, mets-la au dodo et t'inquiète pas, au contraire, elle sera très reconnaissante parce que bravo, tu seras quelqu'un de Bah bien. oui. Mais c'est pas normal qu'il y ait encore des gens qui profitent, en fait, de l'état d'ivresse. Moi, ça m'est arrivé une fois au Hellfest comme ça. Je me baladais et je tombe sur une nana. Alors elle parlait anglais, elle était pas française, très jolie, en mini-jupe, c'était là complètement bourrée et qui me dit: «J'ai plus de réseau, j'ai plus de téléphone, je sais je suis perdue, j'ai perdu mes amis» et cetera. Et elle me dit, elle me demande où sont les toilettes. Alors je comprends qu'elle avait envie d'aller aux toilettes. Alors je l'accompagne aux toilettes, je lui montre où c'est et là elle me dit, «Est-ce que tu peux venir avec moi dans les toilettes?» Et je lui dis: «Bah non». Non, alors déjà, bon, je la connais depuis, 5 minutes, elle était Mmh. pas dans son état normal et en fait, elle était tellement, désespérée, tellement perdue, tellement, sur une autre planète que, elle était en train de faire n'importe quoi. Mmh. Donc je suis allé voir il y a des nanas qui font de la justement, qui vendent des pistes Les pistes debout, debout, ouais. tu sais, au Hellfest et puis, je suis allé les voir parce que je me suis dit: «Bon, a priori, des Oui. nanas, c'est plutôt, des nanas, sur qui on peut compter pour, ce genre d'aspect» et je lui explique la situation et effectivement, donc les nanas ont dit: «OK, on va la prendre en charge», on appelle les pompiers. Donc les pompiers sont venus la prendre en charge. Elle est sortie des toilettes, elle était complètement perdue et quand elle a vu les pompiers et quand elle a vu, les nanas qui la prenaient en charge, elle s'est complètement effondrée en larmes Ouais. et en fait, elle s'est mise à dire: «Pardon, pardon, pardon, merci». Et en fait, elle était complètement paniquée, elle était complètement perdue. Elle était pas du tout Non. dans son état normal. Elle était en train de faire absolument n'importe quoi. Et donc, bah voilà, après, voilà, elle a pu se reposer. Bon, j'ai jamais eu de nouvelles d'elle, mais en tout cas, je suis sûr qu'elle a été prise en charge Ouais. par des gens compétents et responsables. Et malheureusement aussi, il faut aussi, il y a aussi la responsabilité des nanas de faire très attention aussi à leur consommation, parce qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver en danger. Dans ces festivals, il y a aussi des problèmes de drogue, de GHB, etc. Moi, j'ai une copine qui a été droguée comme ça. Heureusement, son mec était là, il a pu la prendre en charge. Mmh. Mais derrière des mecs un peu sympas, rigolos, il peut y avoir des pervers extrêmement dangereux. Donc, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça et toujours avoir un point de rendez-vous, des amis pas loin, etc. Mais faut être vigilant par rapport à ça parce que la fête, ça peut vite très mal tourner. Bon, bah écoute, voilà, bah écoute Marion, moi j'étais ravi vraiment de cet échange, je trouvais ça passionnant, je trouve ça intéressant, et d'avoir ton point de vue, ton retour d'expérience, et aussi de pouvoir entendre tes messages. Moi, ce que je trouvais important, pour conclure vraiment, c'est ce côté finalement d'amener un peu de nuance quand on parle Mmh.
de féminisme, quand on parle de tous les sujets d'ailleurs, je trouve que c'est important de pouvoir clarifier les choses, d'avoir du temps pour s'écouter, faire preuve d'empathie, se mettre un peu à la place des autres. Et je trouve on est tout à fait capable finalement d'avancer sur un sujet quand on fait cet effort finalement intellectuel de s'écouter, de se respecter. Et puis même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, on n'a pas forcément le même point de vue, mais on est quand même capable de l'entendre, d'amener notre nuance à nous, et finalement de pouvoir avancer sur la compréhension d'un sujet. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et puis bah écoute, bah, je te souhaite à bientôt donc au Au Chihuahua, c'est chihuahua, ça. ouais. Voilà. Et puis à tout le monde qui nous regarde, bah, à la prochaine.